Bonjour tout le monde qui est en train de se connecter. Là, on va prendre encore un petit 30 secondes pour laisser la chance à tout le monde de rentrer, puis on va commencer ça sous peu. Donc ça continue là, à rentrer. On est à une trentaine de participants déjà. Donc très content de voir qu'il y a eu à peu près 80 inscriptions. C'est un super beau chiffre pour nous. On est vraiment content de ça. Donc ça continue à monter là. On va attendre encore une minute, puis on va commencer. Bon, je m'étais donné un petit 2 minutes. Il est midi et 2. Donc, on va y aller. Alors, je me présente. Félix Cadotte, je suis conseiller développement durable à la PCHQ et c'est moi qui vais être votre animateur aujourd'hui. Donc, bienvenue à ce webinaire qui est intitulé Trier les résidus de construction sur chantier. Pourquoi et comment? Donc, on est ravis de vous avoir là, parmi nous aujourd'hui. Les derniers chiffres de Recyc Québec montrent que la quantité de résidus générés par le secteur de la construction, ça se calcule en millions de tonnes par année au Québec. C'est plus de la moitié des résidus provenant des chantiers qui se retrouvent directement en enfouissement. C'est l'une des plus importantes catégories de matières éliminées, puis la tendance est à la hausse. Selon les estimations de Recyc Québec, encore une fois, d'ici 2030, on estime que 9 des 38 lieux d'enfouissement technique auront atteint leur pleine capacité si rien ne change. Durant cette même période-là, on estime également qu'il faudrait tripler les mises en chantier pour retourner en situation d'équilibre. Il ne faut pas oublier les conséquences de ces mises en chantier sur d'autres secteurs comme celui des matières résiduelles. Face à ces constats-là, les enjeux économiques, sociaux et environnementaux liés à la gestion des résidus de construction risquent de s'accentuer. Le ministère de l'Environnement s'est récemment doté d'une première feuille de route en économie circulaire pour faire face aux défis actuels. C'est sans surprise que le secteur de la construction est l'un des 5 secteurs priorisés dans le cadre de sa démarche. Cette feuille de route-là envoie un message clair. Il faut se responsabiliser et améliorer nos façons de faire sur chantier dès maintenant. Puis permettez-moi d'insister sur le mot maintenant. Il existe des solutions, puis elles sont à la portée de tous et de toutes. À la PCHQ, on en est conscient, puis c'est ce qui nous a amené au projet pilote de tri sur chantier. Mais on a réalisé en collaboration avec la firme Stradzer qui œuvre dans le secteur des matières résiduelles au Québec. Alors, sans plus attendre, donc, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Mathieu Pinchot-April, qui est directeur stratégie d'entreprise chez Stradzer, pour nous présenter dans un premier temps les résultats du projet. Par la suite, nous avons également la chance d'avoir avec nous deux entrepreneurs qui ont participé au projet, soit Isabelle Roy, qui est chargée de projet construction chez Urban Eco, et Marie-Claude Dubois-Rioux, qui est directrice générale chez SP. Donc, Marie-Claude, Isabelle, Mathieu, là, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de commencer, je vous informe que ce webinaire est enregistré. Vos caméras et micros ont été fermés par l'équipe technique. Enfin, je vous encourage à poser vos questions tout au long du webinaire, directement dans le clavardage. C'est là où on va pouvoir y répondre à la fin. Donc, sur ce, je vous souhaite bon webinaire à tous. Et puis, Mathieu, je te passe la parole et je te laisse partager ton écran. D'accord, vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Merci Félix et la PCHQ pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes.
Très content d'être ici aujourd'hui pour vous parler finalement là, de comment on en arrive à trier ces résidus de construction en chantier. Donc, je m'appelle Mathieu Pinchot, je suis directeur du département stratégie d'entreprise chez Stradzer. Donc, on est des consultants spécialisés en gestion des matières résiduelles. Euh, je vous parle un petit peu du projet pilote qu'on a réalisé pour le compte de la PCHQ qui a eu lieu durant l'année passée. Les objectifs, là, finalement, c'était de voir un peu comment on pouvait mettre en place du tri en chantier en fonction de différentes réalités régionales. Donc, c'était vraiment tester la faisabilité, mesurer les impacts aussi au niveau de la performance de gestion de matières résiduelles, des impacts au niveau du temps, de ressources humaines et des coûts. Je vais vous présenter les résultats tout de suite après. Au niveau des participants, ben, on avait 7 entrepreneurs, dont 2, on a la chance de les accueillir avec nous aujourd'hui. 11 chantiers et une diversité finalement de types de chantiers et de régions desservies aussi. Donc, vous voyez les entrepreneurs là, qui sont sur ma diapositive. Au niveau des résultats, grosso modo, ce qu'on a mesuré, c'est une augmentation moyenne du taux de mise en valeur de 25 points de pourcentage. Le taux de mise en valeur, finalement, c'est la mesure de performance de gestion des matières résiduelles qui se calcule en fonction des quantités de matières récupérées sur le total de matières générées. On s'est basé là, dans chacun des chantiers sur un scénario de référence, c'est-à-dire quelle était la performance de récupération en mode de fonctionnement normal en fonction des habitudes de gestion des résidus de construction de l'entrepreneur. Puis on a comparé avec la mesure de performance une fois le tri en chantier mis en place. Ça nous a amené finalement à mesurer des taux, des augmentations de taux de mise en valeur, comme je disais, de 25 points de pourcent de plus, ce qui est vraiment majeur au niveau du gain environnemental à ce titre-là. Au niveau des impacts financiers, les impacts au niveau de la main-d'œuvre, en fait, au niveau des collectes en tant que telles, ce qu'on a remarqué, c'est que au final, il y avait une petite diminution en moyenne du coût des collectes, mais un peu plus de temps. On parle en moyenne 12,5 heures de plus par chantier. Les chantiers qui étaient visés par le projet étaient d'une durée de 3 à 9 mois. Bien sûr, c'est un projet pilote, donc pour la grande majorité des entrepreneurs, c'était une première expérience de tri en chantier. Donc, comme n'importe quelle nouvelle façon de faire, on s'attend à ce que ce nombre d'heures-là tende à diminuer avec le temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez voir notre rapport qui est disponible sur le site de la PCHQ. Donc, j'ai mis le lien ici, mais vous pouvez le trouver facilement là, en allant sur le site de la PCHQ. Donc, on en vient finalement à vous présenter comment implanter le tri en chantier basé sur notre expérience des dernières années et sur l'expérience et les résultats du projet pilote. Donc, la première étape au niveau de la planification, c'est de définir les résidus qui sont générés durant les différentes phases du chantier. Donc, faut vraiment se questionner sur qu'est-ce qui est mis dans le conteneur. Puis on retrouve là une diversité de matières. Il y a des matériaux de construction, mais il y a aussi des emballages, des matières dangereuses comme de la peinture, des aérosols, des gants et des guenilles souillées d'huile, par exemple, ou de solvant. Et on retrouve aussi les matières qui sont générées carrément par les travailleurs sur le chantier. Ça peut être autant simplement des déchets, des emballages, des restes de nourriture, ce genre de choses-là. Donc, première étape, finalement, se questionner sur quelles sont les matières mises dans le conteneur. Ensuite de ça, c'est de cibler les résidus pouvant faire l'objet d'un tri. On vous a mis ici un exemple finalement d'un outil qu'on a utilisé pour la création des plans de gestion de résidus de construction dont je vais vous parler tout de suite après. Vous voyez, ce tableau-là va définir simplement finalement les différentes matières qui sont générées aux différentes phases du chantier. Donc, ça nous permet de voir après ça, ben, à quel moment est-ce qu'on va avoir besoin d'une collecte des différentes matières.
Donc, une fois qu'on a fait cet exercice-là de repérer quelles matières sont générées à quelle phase du chantier, ben, il faut faire un choix de quelles matières vont être triées. Les critères qui peuvent nous guider en ce sens-là peuvent peuvent être divers. En fait, on peut y aller notamment en fonction des gros volumes. On pense notamment au bois, qui, étant donné qu'on a des structures en bois, règle générale, là, dans le résidentiel, de petits gabarits du moins, on a quand même des grosses quantités de bois générées. Donc ça, c'est une matière qui devrait faire l'objet là, du tri. La simplicité du tri aussi. Donc, on le voit là, avec les différents sous-traitants qui arrivent. Le poseur de gyps, il va générer que du gyps. Donc, c'est très facile de récupérer à la source le gyps parce qu'il y a presque pas de manipulation à faire additionnelle finalement, du moment qu'on a une bonne planification de notre tri. La présence de débouchés, évidemment, certaines matières qui sont plus faciles à récupérer un peu partout au Québec, d'autres plus complexes. Et aussi, on peut choisir des matières parce que finalement, ça va faire en sorte de retirer des contaminants, des matières qui sont non visées par le conteneur de matériaux de construction. Je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, des déchets, des contenants qui sont produits par les ouvriers sur le chantier. Ben, toutes ces matières-là, c'est considéré comme des contaminants. Donc, on ne veut pas les avoir dans notre conteneur de chantier. Par contre, il y a d'autres options là, pour récupérer ces matières-là. La recherche de débouchés, finalement, un débouché, c'est une option de récupération des matières qui sont générées. Comment trouver l'information? Ben, la première chose à faire, c'est de demander à votre collecteur habituel. Déjà, qu'est-ce qu'il fait avec les conteneurs de construction? Est-ce que les conteneurs sont acheminés vers un lieu d'enfouissement, ce qu'on ne veut pas, ou est-ce que c'est envoyé vers un centre de tri? Déjà là, on a une première bonne habitude, finalement, d'envoyer des conteneurs vers les centres de tri. Pour favoriser le tri à la source en chantier, finalement, on va voir avec le centre de tri qu'est-ce qu'eux sont prêts à recevoir comme matière triée à la source. On peut voir aussi, puis vous avez le code QR que vous pouvez scanner qui vous donne la liste des centres de tri de résidus de construction qui est publié par Recycle Québec puis qui est mis à jour quand même assez régulièrement. Donc, si, par exemple, vous découvrez que votre collecteur ne fait pas affaire avec un centre de tri, bon, c'est première indication qu'il y a quelque chose à changer, là. Donc, cette liste-là vous montre la répartition géographique de tous les centres de tri de résidus de construction au Québec. Un autre débouché peut être aussi votre municipalité. Je parlais tout à l'heure des contenants et des déchets, des matières organiques qui sont générées par les ouvriers. Ben, beaucoup de municipalités, en fait, offrent aux entreprises sur leur territoire des collectes pour ces matières-là. Donc, il s'agit juste de les contacter puis s'arrimer avec eux pour s'assurer que les modalités de collecte correspondent finalement à vos besoins et aux leurs. Il y a aussi possibilité carrément d'utiliser les infrastructures municipales comme les écocentres ou certaines autres collectes en place pour aller gérer les résidus de construction. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir quand on contacte ces différents intervenants-là? C'est ben, quelles sont les matières acceptées, sous quelle forme est-ce qu'on va pouvoir les collecter. Est-ce que c'est des petits contenants? Est-ce que c'est des bacs roulants? Est-ce que c'est des gros conteneurs? Est-ce que c'est de l'accumulation et de la collecte en vrac? Donc, c'est vraiment de voir avec eux c'est quoi les modalités. Quels sont les équipements d'entreposage que vous allez utiliser sur votre chantier? Quels sont les coûts, etc., etc. Finalement, tout ce qui va vous permettre de constituer ce qu'on appelle le PGRC. Donc, c'est votre plan de gestion des résidus de construction. Je vous montre ce gros tableau-là. N'ayez crainte, finalement, c'est un résumé finalement là, d'un plan de gestion des résidus de construction qui va établir ben, pour chacune des matières qui sont générées, qu'est-ce qu'on peut en faire finalement, c'est quoi les différentes modalités de collecte, les coûts, etc., etc. Ensuite de ça, ben, on va intégrer à la planification du chantier. Donc, pour ce faire, il faut nommer un responsable de cette gestion-là des résidus de construction. Il faut prévoir les collectes dans l'échéancier en fonction des différentes matières et des différentes phases du chantier. Prévoir
préparer aussi de l'affichage, comme il va y avoir plusieurs collectes distinctes sur le chantier. C'est important que chaque équipement ou chaque lieu d'entreposage soit identifié adéquatement. Et il faut garder en tête que le premier PGRC va évidemment être plus long à faire, il va y avoir plus de recherches, mais toutes ces recherches-là vont servir pour, après ça, mettre en œuvre là, dans vos différents autres chantiers. Au niveau des bonnes pratiques, des choses qu'on a vues et qu'on a retenues, notamment au niveau du projet pilote qu'on a fait l'année dernière, premier élément, c'est rapprocher les équipements de tri des lieux de génération. Par exemple, notre électricien qui va générer beaucoup de fils, puis de boîtes et de différents matériels métalliques, on peut mettre à proximité un bac brut, comme on identifie, on voit sur la photo là, en haut à droite, dans lequel il va pouvoir mettre son métal uniquement. Donc, une fois que on est arrivé comme ça à séparer les matières à la source, mais c'est beaucoup plus facile par la suite. C'est vraiment une question d'habitude, finalement. Ce qu'on va souhaiter, bon, on parle de tri à la source, mais finalement, ce qu'on veut pas, c'est qu'on veut pas mélanger les matières. Souvent, on a des sous-traitants comme mon électricien, mon poseur de gyps, qui vont générer des flux relativement propres, avec principalement une matière générée. Donc, on va vouloir aller capter cette matière-là le plus proche possible de celui qui va le générer. Bien sûr, c'est des changements de façon de faire. Donc, il faut former les employés, il faut former les sous-traitants, faire des rappels aussi à ce niveau-là sur les consignes de tri. Effectuer aussi des contrôles. Aller vérifier carrément dans les équipements de tri ou de collecte, voir est-ce qu'il y a présence de contamination, de matières non visées, par exemple. Puis après ça, on va pouvoir faire une rétroaction là, envers les personnes qui sont visées par s'assurer que l'affichage soit visible, de les mentionner. Valider la destination des matières aussi pour s'assurer finalement que ce qui était prévu initialement comme mode de gestion va être respecté par notre collecteur. Par exemple, mon bois, je l'ai trié à la source, je l'envoie à centre de tri ou tel lieu de valorisation. J'aimerais pour ça avoir une confirmation, puis il y a différentes façons de procéder. On peut obtenir, le plus simple, je dirais, c'est de demander un bordereau de réception avec date et heure et finalement là, les coordonnées du lieu de réception. On peut demander aussi un rapport de tri de type lead qui va vraiment nous montrer c'était quoi la composition de notre conteneur. Et je dirais le plus proche finalement de vous donner l'information réelle, c'est carrément de procéder à de la traçabilité. Traçabilité, c'est un suivi en temps réel avec des coordonnées GPS des déplacements de matière. Un exemple de chantier qui a mis en place, vous voyez, il n'y a pas des conteneurs partout, tout le tour, là. Ici, on est dans un multilogement, donc vous voyez à gauche du bâtiment, vous avez une accumulation de bois qui est fait au sol parce qu'il y a du bois qui est généré tout le long du chantier. Puis l'entrepreneur a choisi de faire venir le conteneur pour limiter les frais de location du conteneur plus vers la fin du chantier, le dernier mois du chantier, par exemple, puis a remis finalement tout son bois dans ce conteneur-là. On a vers le milieu de la photo ici la récupération du gyps. Donc, au moment où je suis allé prendre la photo, c'était le poseur de gyps qui était là pour faire l'installation à l'intérieur. Donc, l'entrepreneur a mis un petit conteneur à proximité vraiment du bâtiment. Simplement, le poseur de gyps envoyait ses retailles par la fenêtre jusque dans le conteneur. Et l'entrepreneur prenait le petit conteneur pour déverser dans le gros conteneur en faisant un contrôle visuel, finalement, s'il y avait de la contamination. Finalement, il n'y avait aucune contamination, donc mais au moins il y avait un contrôle là, finalement entre le sous-traitant et l'entrepreneur. Puis, à droite sur le chantier, c'est le conteneur de mix, là, finalement, tout ce qui n'est pas visé par les autres collectes. La photo de droite, c'est les matières qui sont générées par les ouvriers, matières recyclables, déchets, à proximité de la roulotte de chantier là, pour faciliter la récupération de ces matières-là. Aller plus loin sur votre gestion des matières résiduelles, quelques petits points comme ça rapidement pour terminer.
Faire un bilan de l'ensemble des matières qui sont générées, c'est des choses qu'on a fait dans le cadre du projet pilote, mais on vous invite à le faire aussi et à partager les résultats pour encourager finalement tous les participants, les ouvriers et les sous-traitants sur le chantier, généraliser le tri en chantier une fois que bon, les habitudes ont été prises, vous êtes familiarisé avec les façons de faire, les débouchés, etc. C'est de graduellement là, généraliser le tri à l'ensemble des chantiers. Formaliser l'engagement de l'entreprise aussi pour dire, ben, pour nous, c'est important. Par exemple, on a décidé de mettre en place telle mesure, notamment du tri en chantier. Sensibiliser la clientèle aussi, donc c'est-à-dire proposer un choix à la clientèle pour dire, ben, nous, par exemple, on a développé une méthode de tri en chantier, on vous la propose. Est-ce qu'on charge un frais additionnel pour ça, oui ou non? Ça sera à vous de décider. Mais au moins, le client pourra décider en pleine connaissance de cause. Pour aller un peu plus en amont, c'est aussi repenser la conception, notamment le choix des matériaux pour favoriser les matériaux qui sont plus facilement récupérables. Avoir une conception aussi dans des dimensions qui vont réduire les pertes, donc réduire les déchets générés sur le chantier. Aussi, ce qui peut être fait, c'est favoriser le réemploi. On a des beaux exemples de chantiers, là, finalement, de rénovation qui ont permis de réutiliser certains éléments du chantier, là, du mobilier ou des composantes du bâtiment. Et ben, finalement, c'est d'optimiser la gestion des surplus. Je vous donne l'exemple de la photo que je vous ai montrée tout à l'heure. Le chantier, finalement, faisait plusieurs bâtiments côte à côte. Donc, simplement, par exemple, faisait la toiture, ben, les restes de bardeaux étaient transférés d'un bâtiment vers l'autre pour éviter les pertes. Donc, voilà pour ma présentation. J'espère que vous avez appris certains éléments et que ça vous a motivé à vous lancer dans le tri en chantier. Donc, je remets la parole à Félix. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup, Mathieu. Deux petites secondes. Alors, je vais juste remettre mon affichage. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Génial. Olivier, est-ce que je pourrais te demander de mettre maintenant Marie-Claude et Isabelle en évidence, s'il te plaît? Donc, on va maintenant prendre un moment pour discuter avec nos deux entrepreneurs qui ont participé au projet et qui ont accepté notre invitation. Donc, rebonjour Marie-Claude, rebonjour Isabelle. Bonjour. Bonjour. OK. Première question là, pour commencer la discussion. On va commencer par le début. D'abord, parlez-moi un peu de vos entreprises puis pourquoi avoir décidé d'embarquer dans ce projet-là. Je pourrais peut-être commencer par toi, Isabelle, là, d'abord. Oui. Je suis Isabelle Roy. En fait, je suis chargée de projet chez Urbaneco Construction. Donc, chez Urbaneco, on est un entrepreneur spécialisé en maisons saines et écologiques. Nos bureaux, ils sont à Sherbrooke, mais on construit dans les cantons de l'Est, là, principalement. Chez Urbaneco, en fait, nos maisons sont principalement LEED ou presque 100% Neuroclimat. Donc, on était déjà quand même à l'aise avec le tri de déchets pour nos projets LEED. Mais quand la PCHQ nous a approchés pour faire partie du projet pilote, on trouvait ça intéressant d'aller explorer vraiment un peu plus loin de la façon de trier les déchets. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Puis Marie-Claude, de ton côté? Alors, Marie-Claude Dubois-Rioux, directrice générale chez SP, une entreprise à la base entrepreneur général de plus de 20 ans d'expérience qui s'est un peu développée en intégrant un département de conception. Donc, on fait vraiment là, des projets de rénovation résidentielle à Montréal du début à la fin, donc le design et le chantier. Dans le fond, on est éco-entrepreneur, ça fait partie de nos valeurs de regarder tout le temps les outils, les façons de faire, les méthodes qu'on peut intégrer dans le fond dans notre gestion de projet. Puis il n'y a rien de meilleur que d'expérimenter, de faire un projet pour apprendre, puis développer et aussi se familiariser avec notre solution qui est la plus adéquate finalement pour notre entreprise. Fait que quand on s'est fait approcher par la PCHQ, c'était sans hésitation, on va aller de l'avant.
C'est super important de laisser un monde meilleur aux générations futures. Fait que c'est important de faire les premiers pas ou en tout cas continuer les pas puis l'évolution à ce niveau-là. Merci beaucoup, Marc-Claude. Ouais, de ce que je constate, c'était un petit défi que les deux, vous aviez le goût de vous lancer, mais qu'en même temps, c'était naturel, puis ça faisait partie de vos ADN respectifs d'entreprise de vouloir vous lancer ce défi-là. Maintenant, bon, les deux aussi, SP et Urban Eco, vous avez choisi de vous prêter à l'exercice de tri sur 2 chantiers, pas juste un. SP aussi, de son côté, est à Montréal, donc en milieu urbain. Urban Eco est en Estrie, plus en milieu rural. Donc, vos réalités de terrain sont relativement différentes. Le type de chantier aussi l'était. D'abord, peut-être décrivez-moi un peu vos projets respectifs, les chantiers qui ont participé à ce projet-là. Puis ensuite, j'aimerais que vous me parliez des changements qui ont dû être apportés au chantier pour introduire le tri. Puis finalement, ben, ça a donné quoi de trier? C'est quoi les résultats qui sortent de ça? Peut-être Marie-Claude, cette fois-ci, si tu veux commencer. Nous autres, on a commencé en grand avec une rénovation complète, 2 étages et demi, mettons. Puis, dans le fond, l'idée, c'était que la rénovation contenait de l'amiante. La cliente habitait seule, n'avait pas, avait à cœur, en fait, le réemploi et la réutilisation de son environnement existant. Fait que là, on avait des contraintes, on avait un désir au niveau de la cliente. Le gros coup de cœur de ce projet-là, en fait, c'est qu'on a fait de la déconstruction. Puis, on a fait une journée, disons, vente de garage pour réemployer puis redistribuer les matériaux qui étaient encore utilisables. Puis, dans ce sens-là, dans le fond, tout ça a été fait un peu bénévolement là, de la part de notre équipe, de la part de la cliente. Mais un gros succès, puis on était surpris par finalement les gens qui nous côtoyaient à tous les jours, qui ont voulu participer à ce journée-là, puis qui ont voulu aussi reprendre le stock finalement usagé pour d'autres projets ou pour d'autres emplois. Au niveau de la décontamination, c'est sûr que bon, on ne peut pas donner des matériaux contaminés là, à d'autres clients ou à d'autres personnes. Donc, il a fallu, c'est sûr, faire du nettoyage spécialisé, entre autres pour ce qui est de réemployer toutes les moulures, les plaintes, même aussi au niveau des cabinets de cuisine, l'arrière. Il a fallu s'assurer que, bon, tu n'amènes pas des résidus, de la poussière ou des morceaux, finalement, de matériaux contaminés. Tout ça à un prix quand même pas si extravagant. Fait qu'une autre belle surprise, un autre succès finalement du projet. Puis, dans le deuxième cas, en fait, c'était un projet d'un peu moins d'envergure, donc avec un peu moins de quantité de matériaux, donc un petit peu plus du micro-détail à gérer au niveau du tri des matériaux, de la sensibilisation des travailleurs. Fait que je sais pas si j'ai répondu à la question, mais ce qu'on a retiré de ce projet-là, c'est dans le fond, il faut afficher, il faut essayer d'organiser notre chantier à très peu de frais, très peu d'efforts. Il y a une façon de visuellement inciter les gens à faire le tri. Puis la déconstruction, là, pour nous, ça reste quelque chose d'actif. On essaie de vendre même des items usagés pour les clients qui ne veulent pas s'en occuper, pour essayer de réemployer, comme par exemple une aire climatisée ou des éléments en fait qui ont une durée de vie encore assez élevée. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Puis c'est vraiment intéressant de voir que malgré présence d'amiante, on n'a pas seulement tout rasé parce que, OK, on est en condition d'amiante, puis on ne peut plus rien faire avec rien. Il y a quand même eu finalement du réemploi qui a pu se produire parce que ça a été bien planifié aussi également. Puis on a fait attention sur le chantier. Fait que c'est intéressant de voir ça, là. De ton côté, Isabelle?
De mon côté, en fait, c'était 2 projets résidentiels, en fait, 2 constructions neuves qu'on a construites sur des terrains. En fait, c'est 2 constructions clés en main qu'on a fait. Donc, un projet à Eastman, un projet à Offord. Donc, c'est vraiment dans des milieux, des terrains assez boisés, tout ça, des grands terrains. Donc, on a vraiment exploré le conteneur de bois. On a trié le bois, les déchets aussi. On a exploré les matériaux recyclables, le carton. On a même recyclé le foam, les métaux. Ça a été un peu plus de travail et d'apprentissage, mais c'était quand même intéressant à travailler. On avait commencé par notre projet d'Eastman. Fait qu'on a appris de ce projet-là pour notre deuxième projet à Offord. Fait que déjà, en faisant un, ça va déjà mieux au deuxième, puis ça va déjà mieux à notre troisième. Fait qu'il faut vraiment commencer par en faire un. Puis il ne faut pas se décourager non plus. Puis, tu sais, oui, des fois, ça prend un petit peu plus de temps, mais une fois que c'est bien installé, là, ça va super bien. Puis au niveau de nos employés, en fait, chez Urbanico, tout le monde était comme très ouvert à trier les déchets. Tu sais, c'était pas plus long que de mettre du bois dans un conteneur, que de mettre des déchets dans un autre. On faisait des petits tas, nous autres aussi, des petits tas de foam. Ce qui est important, c'est plus au niveau des sous-traitants. En fait, l'affichage est vraiment très, très important parce que là, autour d'un chantier, on se retrouve des fois avec 2, 3 conteneurs, puis des fois, les gens ne regardent pas, puis ils voient un conteneur, puis ils mettent dedans. Fait qu'on s'est retrouvé avec des conteneurs mélangés. Fait que des fois, on faisait des petits regards, on enlevait des matériaux dans un conteneur pour le déposer dans un autre. Puis c'est comme ça qu'on a réalisé que l'affichage, plus gros qu'elle est en avant, mieux que c'est. Afficher aussi dans la maison, tu sais, quand les sous-traitants arrivent, si on affiche un peu partout que ce projet-là est en tri de déchets, ben, les gens s'attendent un peu à faire l'action aussi, mettre des poubelles à l'intérieur, justement. Pour après ça, on prend les poubelles, on les transfère dans les conteneurs. Ça a été quelque chose de vraiment winner dans notre cas. Les 2 chantiers, en fait, c'est des chantiers qui étaient lead. Fait que nous, principalement, quand on faisait des chantiers lead, on envoyait nos conteneurs au centre de tri. Mais on a vraiment vu quand même une différence entre le centre de tri puis qu'est-ce qu'on a trié directement en chantier. Là, on dirait qu'on réalise un peu plus. Fait comme, OK, j'ai tout ce bois-là dans un conteneur. OK, je ramasse toute cette quantité de foam-là, les métaux aussi. On a eu un projet avec une toiture de tôle, même le revêtement extérieur, c'était en métaux. Fait qu'on a un projet qu'on a quand même ramassé beaucoup de métaux. On a pris le temps d'aller les porter. On a eu des sous en échange. Mais ça a été une super belle expérience. Fait que, dorénavant, en fait, on a maintenant sur nos projets toujours un conteneur de bois, toujours le conteneur de déchets aussi, puis le conteneur de recyclage carton. Il arrive tout le temps un petit peu plus vers la fin. Parce que dans le premier projet, en fait, on avait mis le conteneur au début du projet, puis je dirais que les coûts de location du conteneur étaient un peu plus élevés. Fait que c'est vraiment important de faire l'échéancier puis de voir à quel moment qu'on a besoin d'avoir les conteneurs spécifiquement là, pour ne pas dépenser des sous pour rien. Il faut vraiment bien les utiliser. Ah, merci beaucoup, Ouais. Elisabeth. C'est super intéressant, encore une fois, c'est ça, ça l'est à chaque fois, mais de ce que je retiens, c'est qu'il y a vraiment une amélioration qui se fait de chantier en chantier. Puis, on ne parle pas de grande ingénierie non plus, on parle d'une bonne planification, de changer des habitudes. Puis au final, ça donne concrètement des résultats. Là, moi, ça m'a impressionné les résultats que j'ai vus d'amélioration sur vos chantiers. Je pense que tu ne l'as pas encore mentionné, mais peut-être tu peux en glisser un petit mot là, éventuellement sur ce que ça a donné. Oui, en fait, on est parti avec des taux de mise en valeur de 30 parce qu'en fait, quand on trie un conteneur en chantier comme nos projets lead, dans le fond, c'est 30 puis on est fini à 66. Fait que c'est quand même, on a mis beaucoup d'efforts pour trier le foam, surtout les métaux. Comme je disais, le bois, on a vu vraiment une grosse, grosse différence. Fait que c'est sûr qu'on ne lâchera jamais notre conteneur de bois. C'est sûr, ni
ni le conteneur de carton. C'est ça. Faut le vivre pour s'en rendre compte qu'on en génère beaucoup du carton. C'est toutes les boîtes de plancher, la plomberie, tout vient dans une petite boîte de carton, en fait, là, le plastique aussi. Fait que ça aussi, c'est important de le trier. Super. Ben, merci beaucoup. Ouais, je pense que commencer par. On n'est pas obligé d'essayer d'avoir 100% dès le début, là. Je pense que le bois est revenu assez fréquemment comme une des matières prioritaires. Puis, justement, juste le tri régulier de collecte sélective, compost, déchets, et puis recyclage, surtout recyclage à la fin, là, à l'étape de finition, là, ça génère tellement d'emballage. Donc, ça peut être des belles pistes là, pour commencer. Puis, bon, vous m'avez devancé un petit peu, mais bon, vos activités ont continué depuis ce projet-là. Peut-être un retour sur qu'est-ce que vous avez changé puis qu'est-ce que vous avez conservé depuis. On va commencer. Ben oui. Isabelle. Mais dans le fond, c'est ça. Comme je disais, nous, on garde le conteneur de bois, le conteneur de déchets. Le conteneur de recyclage, c'est ça. On s'en est rendu compte qu'il était un peu plus, qui était nécessaire vers la fin du projet. Donc, on l'a vécu aussi, puis c'est le cas. C'est ça qui fait économiser le plus de sous. On avait exploré de recycler le fond. Ça, on ne l'a pas refait. Là. En fait, c'est beaucoup de manipulation, aller porter à l'éco-centre, tout ça. Puis vu que nos chantiers sont quand même assez loin de Sherbrooke, souvent, c'est le temps qui manque aussi, puis tout ça. Donc, on n'a pas recyclé, en fait, le foam là, pour nos prochains projets. Les métaux aussi, là, on n'en a pas nécessairement trouvé, mais notre conteneur de déchets, en fait, on l'envoie quand même au centre de tri. Fait que ce qui se trouve dans notre conteneur de déchets est quand même retrié aussi, au moins, un petit peu. Fait qu'en gros, c'est ça. Puis de ton côté, Marie-Claude? Ben pour les plus petits projets où est-ce que on est vraiment en plus petite quantité, nous, ce qu'on retient puis ce qu'on garde, c'est d'utiliser la ville. Parce qu'ils ont quand même une organisation, puis déjà des équipes, puis une structure intéressante. Bon, c'est sûr que faut sensibiliser nos travailleurs puis nos clients à ça. Mais c'est un outil qu'on a sous-estimé au départ puis qu'on a un peu découvert au fur et à mesure de ces projets-là. On garde la déconstruction. Dans le fond, on garde aussi on essaie en fait de garder le réemploi au maximum qu'on peut. Donc, comme je disais tantôt, je me fais office de vendeuse Kijiji ou de don à des centres de revalorisation comme RECO, des entreprises qui reprennent les matériaux usagés pour, dans le fond, les rafraîchir ou les redistribuer. Puis, on sensibilise beaucoup. On est partiellement en train d'intégrer une portion, en tout cas, des frais matériaux à même nos devis. C'est une sensibilisation aussi qui revient beaucoup avec les clients, à savoir est-ce qu'ils veulent aller plus loin, puis vraiment participer à la déconstruction, par exemple, ou aller plus loin dans le tri des matériaux. Donc, c'est quelque chose qu'on garde en tête à chaque projet. Génial. Merci beaucoup à vous deux. Restez avec nous parce qu'il y a encore après une période de questions, là, mais je vais peut-être juste faire En fait, je ferai une petite parenthèse avant d'aller à la période de questions. Donc, d'abord, j'espère que vous avez apprécié là, la présentation de Mathieu, puis le retour d'expérience de Marie-Claude et Isabelle. Donc, comme mentionné précédemment par Mathieu, l'objectif du projet pilote, c'était d'abord de documenter les conditions gagnantes pour augmenter la récupération des matières, puis calculer les impacts du tri à la source. Néanmoins, avec tout ce qui a été réalisé dans le cadre du projet, on ne pouvait pas manquer l'occasion d'aller plus loin, même si ce n'était pas prévu initialement.
Donc, je profite de ce moment-là du webinaire pour vous parler d'une série d'outils qui va bientôt être en ligne sur le site de la PCHQ. Ça va se faire en deux phases. Donc, dans un premier temps, on va rendre disponible un gabarit de plan de gestion des résidus de construction et une liste d'affichage personnalisable pour vos chantiers. Vous allez pouvoir télécharger ça de manière, en fait, gratuitement sur notre site, sur une page qui va être dédiée à la gestion des résidus de construction. Dans une deuxième phase, on compte rendre accessibles 11 fiches matières qui vont servir à faciliter vos recherches de solutions pour valoriser les différents matériaux. Donc, je rappelle, tous ces outils-là vont être offerts gratuitement. Fait que on est vraiment confiant que ces outils-là vont vous faciliter la vie puis vont permettre d'améliorer votre gestion des résidus de construction sur vos chantiers. Donc, tous les participants qui sont inscrits au webinaire actuellement vont recevoir un courriel là, à ce sujet. Donc, vous allez avoir le lien vers cette page-là dans les prochaines semaines. Donc, merci beaucoup. Maintenant, c'est l'heure de la période de questions. Des fois, il y a un petit délai là, entre le moment où vous écrivez et ça s'affiche, mais on en a déjà eu quelques-unes. Une qui pourrait être pour... là, je vois qu'il y a des mains qui se lèvent, mais comme je vous ai dit, les micros sont fermés, donc simplement l'écrire dans la conversation, puis c'est là qu'on va pouvoir aller piger là, pour les questions. Tout d'abord, de Marie-Josée Chicoine, puis en fait, vous pourriez peut-être répondre à tour de rôle là, si vous voulez. Donc, sa question, c'est un plan de gestion des résidus de construction. Est-ce que c'est réalisé par un expert ou par l'entrepreneur? Peut-être commencer par toi, Mathieu, puis si vous voulez bonifier aussi Isabelle ou Marc-Claude, n'hésitez pas. Merci. En fait, c'est sûr que dans le cadre du projet pilote, c'est Stradier qui a réalisé les PGRC, les plans de gestion. Par contre, puis justement, c'est pour ça, en fait, qu'on rend disponible avec la PCHQ un modèle de plan de gestion. On souhaite quand même que les entrepreneurs s'approprient la méthodologie et puis, tu sais, je veux dire, c'est un modèle, mais après ça, l'idée, c'est vraiment de rentrer ça dans les étapes de planification puis de mise en chantier. Donc, je dirais que les deux réponses sont bonnes. Idéalement, l'entrepreneur s'approprie la façon de faire, le fait lui-même, mais il y a toujours possibilité d'avoir de l'aide d'un consultant externe aussi là, pour en arriver au plan de gestion, notamment sur la question des débouchés. Étant donné qu'actuellement, il n'y a pas encore une liste très claire de débouchés, c'est sûr que ça peut aller un peu plus vite de faire affaire avec un consultant pour cette partie-là. Marc-Claude, Isabelle, est-ce que vous vouliez ajouter là-dessus peut-être, selon vous, mettons que vous l'aviez fait par vous-même, vous estimez à peu près à combien de temps ça aurait pris si vous n'aviez pas eu, par exemple, d'accompagnement? C'est sûr que ça part de l'identification des matériaux que tu as dans ton chantier. Après ça, de savoir, bon, c'est où les centres de tri, quelle compagnie peut t'offrir, bon, des validations du tri des matériaux que tu as fait, ou, etc. Je pense que c'est quand même, ça aurait été quand même une coupe d'heure. Mais je pense que c'est comme essentiel à s'approprier finalement. Dans le fond, quel matériau, parce que tu peux choisir aussi, tu n'es pas obligé de trier 15 différents matériaux, tu peux choisir les 3 plus importants, puis commencer avec ça en petites bouchées. Donc, ton plan peut être réduit si tu dis, bon, tu commences avec 2, 3, qui est le bois, je sais pas, le métaux si tu en as beaucoup, ou peu importe, ou le recyclage, comme Isabelle disait plus tôt. Fait que ça réduit beaucoup le temps de recherche puis de validation, parce que faut faire attention, hein, c'est pas parce que quelqu'un vous dit qui achemine les matériaux à un centre de tri que c'est réellement la vérité. Merci. Moi, Isabelle, vas-y. Moi, dans le fond, c'est avec le collecteur. C'est lui qui s'occupe de ramasser mon bois, qui s'occupe de ramasser mes déchets, puis qui s'occupe aussi du conteneur de recyclage. Fait que, pour ça, c'est assez simple. Je pense qu'on n'a pas besoin d'un gros plan de gestion. On a besoin d'évaluer, c'est ça, la quantité pour la grosseur du conteneur que tu as besoin. Puis après ça,
c'est profiter de l'affichage. Dans le fond, l'affichage est déjà tout fait par la PCHQ. Fait que ça, c'est parfait, c'est pas compliqué. J'imprime les feuilles. Moi, de mon côté, je la plastifiais puis je collais ça un peu partout sur le conteneur pour que ce soit bien affiché. Puis, en gros, c'est à peu près ça. Je trouve que c'est pas si compliqué que ça, en fait, à faire. Il faut juste mettre un petit peu de temps au début. Puis après ça, une fois que c'est fait pour les prochains. Mathieu, je pense que tu voulais ajouter. Oui, ben en fait, je veux ajouter puis quelque chose qui est accessible finalement là, à tous les entrepreneurs, c'est de poser des questions aux collecteurs, à savoir ben où est-ce que tu achemines mon conteneur, qu'est-ce qui en est fait. On se rappelle, tu disais en début de webinaire, Félix, là, c'est à peu près la moitié de tous les résidus de construction, tous les conteneurs finalement sur les chantiers. C'est à peu près la moitié qui s'en va directement à l'enfouissement, puis l'autre moitié qui s'en va vers un centre de tri. Donc, la première chose, là, dès maintenant, en fait, c'est de s'assurer que le compteur aille vers un centre de tri. Puis après ça, ben, c'est de voir ce qu'on a vu, c'est qu'avec du tri en chantier, on est capable d'aller chercher une performance encore meilleure. Donc là, c'est de rentrer graduellement en ajoutant des matières petit à petit. Mais il y a quand même quelque chose à faire dès maintenant là, pour vraiment comprendre c'est quoi la destination de mes matières. Puis si finalement la réponse c'est ben, c'est envoyé à l'enfouissement, ben là, il faut chercher des alternatives, puis il y en a des alternatives. Merci beaucoup. Marc-Claude, voulais-tu ajouter ou? Non, c'est une erreur. Désolée. C'est parfait. La prochaine question est vraiment intéressante aussi. Là, ça vient d'Isabelle Isabelle Lessard. Donc, journée vente de garage. Je me demande s'il y a une inquiétude d'un aspect santé-sécurité au travail à laisser le voisinage venir piger dans les matériaux de construction. Est-ce qu'il y a des risques de blessures ou bien il y a un certain contrôle à prévoir? Donc, oui, peut-être vous entendre là-dessus. Oh. Ouais, c'est ça. Dans le cadre de vente de garage, quand je disais ça, c'était plus un environnement où est-ce qu'on avait nos équipes de menuiserie, c'est eux qui faisaient le démontage, la décontamination avait déjà été faite. On avait installé, disons, des piles ou des aires de circulation où est-ce que les gens pouvaient juste venir voir. On avait essayé d'afficher aussi au préalable, pour qu'on ait une certaine liste de personnes spécifiques qui viennent sur le chantier. On ne voulait pas laisser ça at large. C'était pas une porte ouverte. Fait que c'était sur demande. Puis, on avait le support nécessaire là, pour désinstaller les choses. Là où ce qu'on a appris beaucoup, là, c'est tout ce qui est matière à déménagement, en fait. T'sais, on n'est pas une compagnie de déménagement. Puis quand on parle de réemploi de cabinet de cuisine, par exemple, ben ça se fait pas avec quelqu'un qui passe, qui prend son cabinet. Il y en a à peu près une 12-15, dépendamment de l'envergure de la cuisine. Donc, ça prend quand même une organisation, une planification préalable des gens qui veulent les items. Donc, ça se fait pas en vente de garage où est-ce qu'on étale tout en bordure de rue. Ça se fait vraiment en organisation, réservation, une liste de personnes spécifiques qui viennent sur les lieux. On a une équipe pour les soutenir en termes de montage. Puis là, après ça, question de déménagement, ben là, dans le fond, c'est au client ou à la personne qui reprend les matériaux à se procurer ce qu'il faut. Là, fait que oui, il faut faire attention. Ça peut devenir un peu le bordel, mais on a gardé ça dans un environnement un peu plus contrôlé. Là. Ça vient avec l'expérience aussi, je pense. Il faut en faire pour savoir ça a été quoi les bons coups, les mauvais coups, puis ça s'améliore à chaque fois. Là. Une autre question d'Isabelle, encore une fois, très intéressante. Comment évaluez-vous la valeur d'un service de déconstruction, réduction des déchets pour l'intégrer au devis client? Est-ce que l'une de vous Je vais y aller. Dans le fond, quand je disais tantôt qu'on a intégré une portion, c'est qu'on s'est dit, OK, si on veut, disons, 2-3 conteneurs différents, avec une logistique différente pour, disons, le bois ou les autres matériaux de construction qu'on voulait cibler. En temps normal, on aurait dit, OK, moi, j'ai un conteneur sur mon chantier, il arrive en fin de démolition, c'est fini, on mélange tout, puis on n'en parle plus. Là, on le ferait peut-être
à des phases différentes dans le chantier. Donc, un petit peu plus de frais de conteneur, un petit peu plus de frais d'effort en termes de tri. Donc, pour moi, c'est impossible de l'évaluer de façon précise avant de le faire parce que, bon, un chantier, ça reste un chantier. Mais il y a comme, la valeur des conteneurs. Il y a certainement 1 heure par semaine que mon manœuvre va trier les matériaux. Il y a comme une façon de débuter l'évaluation, finalement, pour comme mettre un certain frais. Après ça, ben, c'est sûr que nous, on est prête à absorber une certaine autre portion des frais. Comme par exemple, quand je mets des éléments à vendre sur Kijiji, je ne l'ai pas planifié d'avance ou je ne le vends pas nécessairement dans un devis. Mais reste qu'à avoir peut-être au niveau de la répétition, de la demande du service, finalement, peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir dire que on a facilement 2 heures par chantier à essayer de revendre du matériau. Donc là, on va l'incorporer progressivement, en fait. Mm-hmm. Oui, super bon. Isabelle, toi, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose là-dessus ou? Moi aussi, je trouve ça difficile de vraiment quantifier. C'est vraiment au niveau des conteneurs, il y a peut-être un peu plus. De mon côté, j'ai des frais de livraison pour faire livrer un conteneur. Après ça, une fois qu'il est vide, j'ai un autre frais de livraison pour le faire vider. Mais j'ai des assez gros conteneurs. Je n'ai pas vu une si grosse différence. En fait, nous, on fonctionne dans mes 2 projets par budget. Puis, je n'ai pas dépassé de beaucoup, en fait, le budget que j'avais prévu pour ma location de conteneurs, mais je ne suis pas capable de chiffrer exactement combien que ça a coûté de plus. Il y a une place, par exemple, où est-ce que ça a coûté plus cher, c'est quand je disais qu'on avait loué le conteneur de recyclage. Là, lui, il fallait le louer par mois. Fait que c'est sûr que lui, il nous a coûté un peu plus cher au final. Des fois, il n'était pas utilisé. Mais on en profitait pour mettre des déchets de d'autres, pas des déchets, mais du carton de d'autres chantiers dans ce conteneur-là. Fait qu'on a même promené, en fait, quand on pouvait, là, des résidus de conteneur en conteneur, mais je n'ai pas de réponse, moi non plus, pour le prix exactement, combien que ça a coûté. Ouais. Ben, c'est quand même intéressant. Ça peut avoir l'air banal, mais juste de penser à hey, finalement, on a comme mutualisé un service, un conteneur qu'on a utilisé pour plus d'un chantier. Finalement, bon, okay, tu le voyais pas, chaque chantier est indépendant, mais il peut peut-être avoir un lien entre les chantiers, puis on peut mutualiser certains coûts des différents chantiers. C'est quand même aussi une stratégie intéressante là, qui peut être explorée. Maintenant, j'aurais une question qui est peut-être plus pour Mathieu, qui vient d'Olivier Caron. Pouvez-vous nous donner plus d'infos sur le recyclage du foam et du gyps? En fait, c'est quoi, j'imagine, les débouchés en ce moment qui existent? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces 2 matières-là? En fait, vous avez mis le doigt sur 2 matières un peu plus complexes, là. Évidemment, il y a plus de débouchés, par exemple, pour le bois et les métaux qu'il y en a pour le gyps et le polystyrène, le styromousse. En fait, dans les 2 cas, il y a des options de valorisation, mais c'est vraiment à des endroits spécifiques au Québec. Puis je vous dirais que si on peut y aller matière par matière, en fait, là, au niveau du gyps, actuellement, il y a une entreprise qui est au Saguenay qui récupère le gyps neuf, le gyps neuf et propre. Et il y a une entreprise aussi, là, un gros projet. Je ne peux pas tout vous dire parce que tout n'est pas public actuellement, mais il y a une grosse entreprise qui est en train de s'implanter dans la région de Montréal. Donc, pour aller chercher un bassin, là, un gisement un peu plus important. Au niveau là, du styromousse, il y a je dirais, il y a des points de récupération un peu partout. Souvent, ça passe par les écocentres, des ententes municipales là, avec le recycleur pour ces matières-là. Donc, c'est vraiment de s'informer
auprès notamment des municipalités là, pour savoir qu'est-ce qui est disponible, auprès des centres de tri aussi. Il y en a certains qui ont des ententes avec des entreprises de valorisation pour ces matières-là. Mais je veux dire, la question n'est pas anodine. Je sais que c'est deux matières qui sont un peu plus complexes à récupérer au Québec. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que tout va en s'améliorant. Là. Il y a quelques années, on n'aurait pas pu parler de récupération de styromousse. Le gyps, c'était chambranlant, ça l'est encore un peu, mais ça va vers vraiment l'amélioration depuis les dernières années et pour les prochaines années, il y a des beaux projets aussi qui sont en cours. Super. Merci beaucoup, Mathieu. J'aurais peut-être voulu... Oui, vas-y, Isabelle. J'aurais peut-être voulu rajouter pour le styromousse parce que moi, je l'ai exploré en fait. On allait porter le foam en fait à l'écocentre. Puis c'était assez, il fallait aller chercher des sacs à l'écocentre, des gros sacs, ça coûtait 5 puis on remplissait ces sacs-là de styromousse. Mais tu sais, c'est important, il faut qu'ils soient propres. Puis on avait du styromousse avec comme un pare-vapeur dessous, un pare-air. Puis là, on s'est rendu compte qu'il fallait tout décoller. On ne pouvait pas fournir le styromousse avec une autre pellicule de coller dessus. Fait que ça a été quand même complexe de recycler le styromousse. À un moment donné, on était le printemps, fait que veux pas, le sac est à terre. Là, il y a de la boîte, c'est un chantier de construction. On s'est fait refuser notre sac de styromousse parce que il était sale. Fait que c'est quand même c'est correct d'aller le porter à l'éco-centre, mais c'est pour nous, le point du styromousse, il y a encore quand même du développement à faire par rapport à ça, là, mais j'ai été contente de faire l'exercice quand même, puis c'est un peu ça. Ouais, disons que c'est vraiment les valeurs, je pense, qui t'ont poussé à le faire. Ouais. Mathieu, tu voulais ajouter? Ouais, ben j'ai le goût de rebondir un peu sur le point d'Isabelle, puis je vais baisser ma main. Ça s'applique en fait, comme je le disais à la fin de ma présentation, sur l'éco-conception, tu sais, le choix des matériaux. Je reprends l'exemple du styromousse. Ben, il y a possibilité d'avoir un styromousse avec une membrane finalement qui est acheté tel quel et posé tel quel. Ben, cette matière-là, étant donné que c'est plusieurs matières qui sont ensemble et qui sont extrêmement difficiles à dissocier, ben, ça devient inévitablement un déchet. Il y a une alternative, c'est le genre de choses qui a été discuté avec d'autres entrepreneurs aussi, qui est mis en place, c'est d'avoir un panneau de styromousse avec une membrane qu'on vient appliquer par après. Donc, les retails de styromousse sont propres, peuvent être plus facilement récupérés versus d'avoir des composantes qui sont collées ensemble. Puis c'est vrai pour n'importe quel autre matériau aussi, là, du moment qu'on vient avoir des matériaux composites là, qui sont pris ensemble, qui sont collés, ça devient beaucoup plus difficile à recycler. Oui, effectivement. Il reste seulement 1 minute. Il reste encore, je lisais les questions, puis sont toutes vraiment pertinentes. Il y en a quelques-unes, en fait. Je pourrais peut-être inviter, par exemple, Fabrizio qui demande, bon, comment on gère les déchets de construction dans un contexte de projet majeur à Montréal où tous les bâtiments sont tous collés dans un espace limité. Oui, il y a la planification qui est importante, mais encore. Puis à ce sujet-là, je te dirais, ben, on n'a pas assez d'une minute pour répondre à cette question-là, mais je pourrais peut-être t'inviter à discuter, par exemple, avec Marc-Claude, si tu me permets de le faire pour toi, parce qu'on en a parlé avant, là, que les deux, Isabelle et Marc-Claude, vous étiez disponibles pour parler avec d'autres entrepreneurs qui voudraient initier la démarche. Donc, dans le courriel qu'on va vous envoyer, il va avoir les coordonnées de Marc-Claude et Isabelle. N'hésitez pas à leur envoyer un courriel puis discuter avec eux. Je pense que ça va leur faire plaisir de partager ça. Ils veulent que ça accélère comme nous. Donc, et puis, on va voir si peut-être on essaie de répondre à certaines autres questions par courriel là, qu'on n'a pas pu répondre aujourd'hui parce que le temps file devant nous. Donc, ben, c'est déjà tout pour le webinaire. Avant que vous quittiez, je vous invite, par exemple, à vous inscrire au prochain webinaire qui sera donné par mon collègue Fabrice Fortin et qui portera sur les nouveaux pouvoirs temporaires des municipalités pour accélérer les projets résidentiels. Donc, pour une dernière fois, merci à nos invités, Mathieu, Isabelle, Marie-Claude.
Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une belle journée. Merci. Merci.